wagan sana ile mzee Tsoi. Ah, pardon, pas me filmer Non, aussi. c'est pas toi. Mzee Tsoi Mirano Sango Ciao, Buhari. Sinyango Sha Jovuka. Sasa habari Asarmeme Livan. Bonjour. Qu'un tel drame était prévisible. Que ce soit les familles, que ce soit les associations, et que ce soit les autorités de fait de Moroni. Nous le savons, hélas, je pense qu'il faut être très lucide, que d'autres drames nous attendent encore, puisqu'on parle d'une dizaine, mais je peux vous dire qu'il y en a encore d'autres qui sont en Tunisie et d'autres qui sont en Libye et certains aussi au Maroc et puis je ne sais pas où. Ils ont échappé les Comores. Ils sont sur la route de la mort pour certains et puis sur la route de l'espoir pour d'autres. Mais il y a encore des milliers, de jeunes Comoriens dans différents pays du monde. Ce sont des candidats pour une autre vie. Ils sont encore des milliers de jeunes Comoriens. Je les connais. Lorsque j'ai vu les images de ceux qui sont décédés en Tunisie, certains je les connais. Je les ai côtoyés, je les ai vus l'année dernière. Juin dernier, en 2019, j'étais en Tunisie et puis en Libye. Je les ai vus, ces jeunes. Certains, je les ai vus. Donc, oui, je suis témoin de ces drames. Vous voyez, il y a eu 120 Comoriens, c'était en fin 2018, si je ne me trompe pas. 120 Comoriens qui étaient dans les prisons de Kenya, de Nairobi. Il y avait des femmes, il y avait des jeunes hommes également qui étaient dans les prisons de Nairobi. J'avais fait appel à une prise de conscience collective. J'avais fait appel à la responsabilité. J'avais fait un appel de détresse. Je l'avais fait lorsque j'étais parti défendre et libérer de 120 Comoriens dans les prisons de Kenya. La vidéo, elle est encore là. Les images sont encore là. C'était une triste réalité. Il n'y a pas eu une prise de conscience, ni des jeunes, ni de leurs familles, encore moins des autorités des Comores. Et puis ce qui vient se passer en Tunisie, j'étais en Tunisie l'année dernière. Je savais puisque je les avais vus. J'ai crié. J'étais en Tunisie, j'avais fait une vidéo et j'avais fait appel aux autorités. Et pourquoi j'avais fait cette vidéo d'appel, de détresse, de Tunis? Parce que, je vais le dire aujourd'hui, pourquoi j'avais fait cette vidéo? Puisque je savais qu'à l'époque, il y avait des représentants du ministère des Affaires étrangères comoriennes qui étaient en Tunis au moment où je me trouvais sur place. J'avais envoyé un message aux représentants du ministère des Affaires étrangères en Tunis. Ils étaient sur place. Je leur avais envoyé un message pour dire, écoutez, j'ai rencontré des jeunes. Il y a des drames qui nous attendent. Donc si on peut se rencontrer le plus vite possible pour voir comment sauver ces jeunes, comment apporter notre secours à ces jeunes, puisque je sens un drame à venir. J'avais envoyé aussi un message au ministre des Affaires étrangères pour lui dire, écoutez, ce que je vis en Tunis, c'est extrêmement grave et préoccupant. J'appelle au sens de la responsabilité. Je n'ai pas eu d'écho, je n'ai pas eu de réponse. Bon, pour eux, c'était une affaire politique. Et comme je ne partage pas leur vision politique, et qu'ils crèvent, et qu'ils meurent. Donc oui, il y a d'autres drames encore qui nous attendent. Le seul problème pour moi aujourd'hui, c'est que les frontières sont fermées et qu'il n'y a pas possibilité d'aller en Tunis. Mais s'il y avait encore possibilité de m'y rendre, je serais parti sur place.
partager ce drame avec nos jeunes frères et sœurs qui sont en Tunis, qui sont seuls. Oui, je peux dire que les jeunes sont seuls en Tunis. Ils sont seuls. Ceux qui sont en Libye aussi, Tripoli. à Tripoli, sont seuls également. Monsieur Maître Larifou, les Comoriens savent très bien que parmi les dossiers que vous maîtrisez parfaitement, il s'agit de ce dossier de l'immigration clandestine de la jeunesse comorienne. Vous maîtrisez très bien ce dossier, vous venez de le dire, notamment on vous avait vu un peu partout dans le monde en train de défendre les intérêts de ces jeunes, que leur place est aux Comores et non ailleurs s'il ne s'agit pas de continuer leurs études. Comment se fait-il qu'il y a à peine, comme vous venez de le dire, un an, le ministre d'Azalia Soumani, ministre des Affaires étrangères, a fait croire aux Comoriens qu'il a rapatrié tous les jeunes Comoriens qui étaient en Libye. Et moins d'un an après, ou bien un an au maximum, voici 12 jeunes Comoriens qui périssent comme ça. Alors que ces jeunes-là, normalement, devraient être maîtrisés. Il s'agit des jeunes qui, normalement, sont là pour les études. Par conséquent, ils ne peuvent pas passer sur la frontière sans être contrôlés par le ministère de l'Intérieur, bien sûr, ou bien le gouvernement comorien, pour être un peu général. Comment se fait-il qu'un drame pareil a pu se reproduire après ce qui s'est passé en Libye? Écoutez, moi je pense que, je vous le disais tout à l'heure, c'est bien beau de réagir après un drame, puisqu'il faut réagir, il faut exprimer sa compassion, c'est normal. Et c'est humain. Mais c'est un problème de fond, en fait. C'est un problème très complexe, le problème d'immigration. Le monde, les Comores, c'est construit depuis des siècles par l'immigration. Moi-même qui vous parle, je ne peux pas vous dire dans quelles conditions ma mère a quitté les Comores dans les années 60 pour immigrer à Madagascar, puisque c'est là où je suis né. Et des centaines de milliers de Comoriens également sont aussi le fruit, l'expression de l'immigration. Mais les conditions ont changé, ça fait quand même des siècles. Donc nos autorités doivent prendre leurs responsabilités. Puisque ce qui justifie l'immigration, c'est que les gens prennent le risque. Ils savent qu'ils peuvent mourir. Ils prennent le risque de traverser pour tenter une vie meilleure. Moi, je suis à Marseille aujourd'hui. Vous pensez que les 90 000 Comoriens qui sont à Marseille sont rentrés ici par des voies légales? Je dirais peut-être un tiers, même pas. Mais les autres sont passés par des voies qui ne sont pas conventionnelles, si j'ose bien dire ainsi. Bon, c'est pour vous dire que c'est un problème extrêmement complexe. L'immigration, le monde a été construit par l'expression même de l'immigration. Mais là maintenant, les choses ont changé. Nos dirigeants, surtout ceux qui sont candidats à diriger nos pays, doivent prendre ce phénomène de l'immigration, de pauvreté, qui eux-mêmes encouragent, puisqu'ils encouragent la pauvreté. Et c'est cette pauvreté, ce manque d'espoir, le désespoir de cette jeunesse, puisque la plupart de ceux qui immigrent, vous ne verrez jamais quelqu'un qui a plus de 40 ou bien 50 ans qui immigre. Mais la plupart d'entre eux sont des jeunes qui ont entre 18 et 35, maximum 40 ans. Maximum 40 ans. Donc, un jeune qui est chez lui, qui n'a aucun espoir, se dit, écoutez, autant me faire assassiner, me faire mordre par un requin, un vrai requin, que les requins qui gèrent nos pays. Vous voyez? Autant se faire mordre par un vrai requin que se faire mordre par des requins qui gèrent nos pays. Bon, donc, ils disent, écoutez, autant partir, tenter si on... Aujourd'hui, j'en ai rencontré deux dans les rues de Marseille. Il y en a un que je connais, puisque c'est mon jeune frère, c'est un jeune frère, et que j'ai vu grandir. Je l'ai vu ici à Marseille, et tout de suite, il m'a dit, tu as vu celui-là? On a pris le même bateau de l'Égypte pour venir ici. On a failli crever. C'est lui qui m'a pris dans ses bras. Bon, donc, vous voyez, pour certains, ça devient banal, mais on voit aussi le drame. Donc, il y a une réflexion, c'est bien la compassion, c'est bien de dire que quoi, il faut arrêter ces jeunes, etc. et tout, mais c'est un problème complexe, au fait. La simple réaction ne suffit pas de freiner ce phénomène d'immigration si le problème n'est pas résolu à la base dans nos pays. Il n'y a qu'une vraie lutte contre la pauvreté, il n'y a qu'un vrai développement de nos pays qui peuvent pousser les jeunes à rester dans nos pays. Sinon, personne ne peut empêcher ce phénomène d'immigration dans des conditions
extrêmement périlleuse pour leur vie. D'accord, vous dites cela puisque vous êtes, comme je viens de le dire, vous êtes une personnalité du terrain en ce qui concerne l'immigration clandestine. Vous savez, sur ce phénomène d'immigration, je suis allé, je ne dirais pas partout, mais je suis allé dans de nombreux pays, justement. J'en ai sauvé quelques-uns, et je n'ai pas réussi à avoir trace de certains. Vous savez, à l'instant où je vous parle, j'ai la certitude absolue, là, à l'instant où je vous parle, j'ai la certitude absolue qu'il y a des dizaines, puisque j'ai les preuves, il y a des dizaines de Comoriens, des jeunes Comoriens qui sont entre les mains des ravisseurs qui sont en Libye. C'est une certitude absolue. C'est une certitude absolue. Les familles qui sont ici, en France notamment, m'ont confié la charge de ce dossier. Je suis allé en Tunisie, je suis allé dans les frontières de la Libye. Mais bon, il y avait un problème de sécurité à un moment qui s'est posé, je n'ai pas pu aller au-delà. J'ai pas pu aller au-delà. Bon, donc, oui, il faut exprimer effectivement nos condoléances. Mais bon, moi, je n'ai pas envie de m'arrêter sur la simple expression de condoléances ou bien de la compassion, puisqu'il y a une réalité qui est là. C'est de dire, bah, écoutez, bon, il y a ce choc qui nous ébranle. Moi, lorsque je vois ces jeunes, j'ai vu des photos, ce sont des jeunes avec qui j'ai passé quelques heures en Tunisie. On a pris le café ensemble. J'ai vu comme quoi ces jeunes étaient dans la détresse, que ces jeunes étaient disposés à prendre n'importe quel risque pour effectivement franchir la Méditerranée et puis arriver ici en France. Je les ai vus lorsque j'ai vu leurs photos, j'étais abattu. J'étais abattu puisqu'il y a un travail qu'on avait commencé à mettre en place avec eux. On avait un séminaire, on devait mettre en place un séminaire sur place pour empêcher justement à ce que ces jeunes ne prennent pas le risque. On n'a pas pu faire ce séminaire. Il y a des jeunes qui sont en Tunisie, ils peuvent être témoins comme quoi on avait mis en place un dispositif pour mettre en place un séminaire, appeler les chefs d'entreprise tunisiens pour venir nous encadrer, nous aider, justement pour canaliser, montrer aux jeunes que vous pouvez vous en sortir même à partir de la Tunisie sans risquer votre vie en Europe. C'est un travail qu'on avait mis en place avec l'organisation des jeunes comoriens qui sont en Tunisie. Ce travail, on va continuer à le faire. Mais je veux dire moi je suis un simple citoyen, j'ai aucun pouvoir, je ne représente personne si ce n'est ma volonté. Vous voyez, je suis allé, j'ai mobilisé les jeunes. C'est dans le cadre de cette démarche que j'avais écrit, et l'écrit est là, que j'avais écrit au ministre des Affaires étrangères comorien et que j'avais écrit aussi aux représentants du ministère des Affaires étrangères comorien qui étaient présents en Tunis. Je leur avais dit qu'il y a des jeunes qui sont là, qui sont dans la détresse, qui sont disposés à prendre le risque et puis franchir au risque de leur vie. Bon, je n'ai pas eu de réponse puisque bon, je ne partage pas leur vue. Vous voyez, comme quoi, il faut qu'on soit d'accord sur tout. Il y a des choses sur lesquelles tout le monde, on peut se mettre d'accord pour sauver des vies humaines, mais ça ne les intéresse pas. Et ça ne les intéresse pas. Il y a certains qui se posent la question pour savoir comment Svetlin Kazali n'a pas présenté ses condoléances. Je dis, mais écoutez, mais vous rêvez ou quoi? Vous faites comme si cela les intéresse? Est-ce que c'est pour cela que vous affirmez que vous êtes un simple citoyen et malheureusement les frontières sont fermées, sinon vous seriez déjà à côté des jeunes Comoriens qui sont à Tunis pour essayer de compter le nombre de morts? Est-ce que c'est un message que vous voulez envoyer au ministre des Affaires étrangères qui se trouverait peut-être à Anjouan en train de prendre son café pendant que... Non, moi je n'ai pas de message à envoyer à qui que ce soit puisque je sais qu'on a des autorités de fait qui n'ont aucune légitimité. Vous savez, si vous n'avez aucune légitimité, si vous vous maintenez au pouvoir par la force, vous n'avez qu'une seule préoccupation, c'est de vous maintenir en poste. Mais avant tout, c'est quelqu'un qui a travaillé dans les Nations Unies pour le maintien de la paix et tout ce qui concerne le droit de l'homme. Moi, je ne suis pas là pour évaluer son niveau de compétence ou bien son niveau de sensibilité par rapport à des drames humains. Ce n'est pas mon problème, ce n'est pas ma préoccupation. Il a accepté d'occuper des fonctions avec un putschiste qui est son propre cousin. Vous voyez? Et puis le reste m'emporte peu. Moi, ce qui me préoccupe, c'est les jeunes qui sont là. Les jeunes, on trouvera des solutions par rapport à nos soeurs, par rapport à nos petits frères. Si nous, les citoyens comoriens, on s'approprie de ceci, on sait qu'on n'a pas d'État. On a un pays, mais il n'y a pas d'État, puisqu'il n'y a pas de chef d'État, il n'y a pas d'un gouvernement légitime. Donc à partir de là, il ne faut pas être surpris de ce mépris affiché. Donc il faut qu'on se prenne en charge. Se prendre en charge, c'est quoi? Demain, les frontières seront ouvertes. Moi, j'ai appelé pour savoir s'il y aurait même un vol spécial pour aller en Tunis, pour aller sur place avec mes petits frères et sœurs, voir comment nous pourrons faire sur place. Et à partir de là, on peut éveiller la conscience, on peut réveiller les bonnes intentions qui sont ici et là, qui attendent des bonnes volontés. Le prochain vol qui partira en Tunis, j'irai sur place pour continuer le travail qu'on avait entamé en place.
On n'a pas besoin d'un putschiste, d'un gouvernement antidémocratique pour faire avancer notre pays, puisque lorsqu'on a un gouvernement qui est non démocratique, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Il ne faut pas s'attendre à... Donc, la solution, elle est citoyenne, mais elle n'est pas entre les mains d'un gouvernement qui est complètement illégal et anticonstitutionnel, répressif, arbitraire. Avant de fermer cette page, puisque vous avez fait le tour peut-être un peu partout pour ce dossier, notamment à Madagascar, à Nairobi, je pense, au Kenya. Vous étiez aussi en Tunisie, vous venez de l'affirmer, mais aussi en Libye. Est-ce que vous auriez une base de données estimative qui nous donnerait à peu près le nombre de jeunes Comoriens qui seraient, ne serait-ce que dans chaque région? Bon, ceux qui sont en Tunisie, cette année, ils sont nombreux. Je ne vais pas donner un chiffre pour des raisons de sécurité. Puisque je ne vais pas donner de chiffre pour des raisons de sécurité, mais il y a des jeunes Comoriens qui sont nombreux en Tunisie. Et je pense que notre pays entretient des très bonnes relations avec la Tunisie. Donc je ne veux pas qu'il y ait... Bon, voilà, c'est pour cette raison que je ne veux pas donner un chiffre, mais je sais qu'il y a des jeunes Comoriens qui sont en Tunis. Il y a beaucoup qui font leurs études. Il y en a d'autres qui ont échappé la Libye et qui sont arrivés en Tunis en vue, pour certains, de retourner aux Comores. Que conseillerez-vous Et puis je sais que dans d'autres pays, il y en a encore, mais pour des raisons de sécurité, tout le monde est au courant. On le sait, qui sont des centaines, voire même des milliers de jeunes Comoriens qui sont un peu partout dans le monde. Leur rêve, c'est d'arriver ici en Europe. Il y a certains même qui sont dans les pays arabes aussi. Leur rêve, c'est de venir ici en Europe. Il y a même certains qui sont à Madagascar. Madagascar est une terre d'escale pour eux. Mais l'objectif, c'est d'arriver ici. Donc, on ne va pas donner un chiffre pour des raisons de sécurité. Bon, tant que nous, on n'a pas une solution pour retenir nos jeunes sur place, je dis personne, il faut être réaliste. Personne ne peut retenir les jeunes aux Comores tant qu'il n'y a pas une solution de vie et d'espoir. Tant qu'il n'y a pas d'espoir au pays, personne ne peut retenir ces jeunes aux Comores. Ça serait de l'utopisme. Donc ceux qui se sont sauvés, qui sont arrivés ici en Europe, qui ont du boulot, qui ont des situations, c'est facile de dire, ben oui, il faut les retenir. Qu'est-ce que c'est ça? On laisse les jeunes, alors que la plupart d'entre eux sont passés aussi par la même voie. Vous voyez, c'est pour ça que je dis que c'est un problème extrêmement complexe. Je n'encourage pas, il faut que les choses soient très claires, je n'encourage pas les jeunes d'immigrer dans des conditions périlleuses, mais je comprends aussi, je compatis. Vous voyez, c'est lui qui vous parle. C'est lui qui vous parle. Moi, je suis le fruit de l'immigration. Je ne peux pas vous dire dans quelles conditions ma mère est arrivée à Madagascar pour... Ok, et au niveau de... Parlons un peu de comment travailler avec déjà les familles de ces 12 victimes pour essayer, ne serait-ce que de reconnaître les corps, comment les accompagner et surtout comment travailler avec les autres familles qui ont ces candidats à l'immigration de la mort, comme si on peut oser dire cela. Comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble afin que les risques ne soient pas maximaux comme on le vit aujourd'hui? Je ne sais pas, il y a une ONG qui s'appelle Observatoire international des migrants. Bon, je donnerai le numéro de téléphone. On peut rentrer en contact avec eux pour voir dans quelles conditions travailler, puisque c'est des conditions extrêmement difficiles. Très, très, très difficiles. Je peux vous dire que c'est des conditions très, très difficiles. Vous savez, je suis en train de parler avec vous, il y a des images qui me reviennent. Les images des cadavres du Samson. Et ouais, j'ai participé à Madagascar, à Majinga, dans cette opération de sauvetage. On a pris des cadavres, on les a mis dans les camions à Madagascar. Donc là, je vous parle et puis bon, je vais pas pouvoir aller très loin dans cette interview puisque c'est très lourd. Mais merci beaucoup. Nous allons lourd, alors, nous comprenons très bien puisque vous êtes souvent avec ces jeunes candidats malheureusement. Et comme vous l'avez dit, nous présentons déjà nos condoléances aux familles des victimes, comme vous l'avez fait d'ailleurs. Nous les présentons nous aussi. Nous allons passer sur le sujet un peu qui est de l'actualité, puisque nous avons vu ces derniers temps une diplomatie, si on peut dire ça,
très offensive. Notamment, on a vu une plainte qui a été reçue par le juge d'instruction à Paris. Nous avons aussi eu une accusation de réception en ce qui concerne la CPI. Est-ce que tout ça, c'est un lueur d'espoir pour les Comoriens, ou bien c'est juste, comme on dit, c'est la mer qui s'agite tout seul? Bon, je pense que Azali, il est seul, avec ses affidés. Le peuple comorien a les derniers mots. C'est ça ce qu'il faut retenir. Il y a le peuple comorien, il y a la dictature et ses affidés. Dans un combat comme celui-là, le dernier mot revient toujours au peuple. Et là, nous sommes en train de préparer, psychologiquement et politiquement, et la population, le peuple comorien, à prendre ses responsabilités. Et ça ne vient pas comme ça, facilement. Il faut tout un travail. Donc il y a un travail de fond que nous menons avec détermination et conviction. Vous savez, la différence qui est entre un dictateur et des adversaires de conviction, c'est que les adversaires, ce sont des gens, lorsqu'ils ont de conviction, ils sont déterminés. Les dictateurs utilisent les armes et les démocrates utilisent les instruments démocratiques pour le faire partir. Donc oui, il y a une offensive, oui, il y a une stratégie pour faire partir le dictateur, pour libérer notre pays de la dictature. Bon, ça commence par des armes démocratiques, juridiques. Mais nous savons qu'il y a des crimes qui sont commis par Azali. Le régime d'Azali a les mains dans les sangs, du sang dans les mains. Ben, nous utilisons les armes démocratiques, contrairement à lui qui utilise les prisons, qui utilise des armes à feu pour neutraliser ses adversaires. Contre Azali, nous utilisons des armes démocratiques. Il y a un rapport des Nations Unies. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'opposition, mais c'est les États-Unis, un rapporteur spécial des États-Unis sur la torture aux Comores qui a établi un rapport, qui établit des faits incontestés, incontestables. Il parle de la dictature, il parle de la persécution, il parle des privations des libertés fondamentales, et puis des droits de l'homme fondamentaux. Il parle des meurtres pour des raisons politiques. Il parle aussi des gens qui sont privés de s'exprimer. Il parle d'interdiction d'association, d'interdiction de manifestation, qui vise et qui cible une catégorie d'individus. Vous voyez, ce sont des notions, ce sont des faits et ce sont des notions également. Et sur la base de ça, on ne peut pas croiser le... On n'est pas dans les années 60, on est en 2020. Le monde est révolu, vous voyez. Le monde repose, les relations internationales reposent sur des règles qui doivent être respectées par tous les dirigeants. Aucune puissance mondiale n'est à l'abri des poursuites dès lors que des faits sont établis. Aucune puissance mondiale n'est à l'abri des poursuites. Donc on ne peut pas accepter, on est en 2020, on ne peut pas accepter que Azali promène avec du sang, comme ça, on sait pas, non, il faut que ce type-là, tôt ou tard, réponde de ses crimes. Et c'est pour cette raison que oui, nous avons assumé nos responsabilités. Je ne peux pas, chers frères, je ne peux pas personnellement, d'abord, personnellement, je ne peux pas accepter de recevoir des coups de feu, personnellement, et être blessé parce que j'ai exprimé une opinion politique, pacifiquement, me faire tabasser, me faire agresser par des militaires. Ça, c'est pas possible. Et c'est pour cette raison. Est-ce que vous avez rejoint, excusez-moi, maître, est-ce que vous avez rejoint votre dossier médical, votre certificat? J'ai un certificat, des certificats médicaux, un certificat médical qui a été établi aux Comores, confirmé par des médecins ici. Et vous l'avez joint à votre plainte? Je le joins à ma plainte. Il y a aussi des témoins qui étaient présents lorsque j'étais effectivement, j'ai reçu l'arme, une balle. Il y a des témoins qui étaient là. Et ces témoins-là, leurs noms sont dans le dossier qui est entre les mains du doyen des juges d'instruction à Paris. Et c'est sur la base du rapport du rapporteur spécial des Nations Unies qu'on est allé à la CPI. Et ce rapport est accablant. Il est accablant. Bon, donc le rapport parle d'une population ciblée. Il s'agit des Anjouanais. Tout le monde le sait au Comores. Azali cible les Anjouanais. Pourquoi? Parce qu'il y a des perspectives des élections présidentielles en 2021. Donc pour neutraliser les Anjouanais, l'île d'Anjouan et les Anjouanais, et pour neutraliser ses adversaires politiques, qu'est-ce qu'il fait?
il met la pression, il persécute tout le monde. Et ça, je suis désolé de le dire, ses partisans peuvent dire tout ce qu'ils veulent, mais il y a eu un premier signalement. Je l'ai fait personnellement, j'assume ma responsabilité. Je l'ai fait. J'ai assumé moi-même, je suis allé jusqu'à La Haye pour déposer ce signalement. Il n'y a pas que le mien seulement, mais il y a encore celui des autres confrères. Il y a d'autres avocats qui ont déposé. Et je sais que tous les semaines, à défaut, au moins une fois par mois, la CPI recevra des signalements de tous les actes qu'Azali commet. Et puis ses amis pensent que bon, voilà, c'est un acte isolé. Non, mais désolé, le temps est révolu. Le temps est révolu. Azali, tôt ou tard, comme les autres dictateurs, répondra de ses crimes. Ça prendra le temps que ça prendra, mais l'histoire retiendra qu'Azali est le seul Comorien qui a fait des coups d'État. L'Azali est le Comorien et l'homme politique comorien qui a les mains, qui a le sang dans les mains. D'accord, nous allons passer, puisque nous avons vu récemment encore une fois, il n'y a pas seulement que votre plainte qui a été déposée à La Haye, à la CPI, nous avons vu encore une fois la plainte de la fille de Sambi, hein, une fille qui monte en puissance, qui sait où elle met ses pieds. On l'a vu avec l'avocat de Sambi, maître Halimi, qui ont déclaré que pas seulement Azali, mais aussi les membres du gouvernement seront traduits dans la Cour pénale internationale. Nous voulons, alors que Azali avait déclaré juste après, est-ce que c'est de la peur quand il déclare que moi je m'ingère jamais dans la justice, je n'interfère pas dans la justice comorienne. Comment expliquer cela? Est-ce que c'est de la peur d'Azali, ou bien c'est la stratégie azalienne qui se fait passer pour un ange et à la fin il montre ses griffes de démon? Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que c'est un mépris, vous voyez. Azali n'aime pas les Comoriens. Il déteste les Comoriens, il les méprise. Il méprise les Comoriens. Et je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est méprisable aussi. Non. Puisque bon, je ne réponds pas le mal par le mal. Il nous méprise, il méprise tous les Comoriens. Mais comment peut-il oser aller en juin dire comme quoi j'ai de la compassion pour Sambi et je ne souhaiterais à personne que ça arrive à personne ce qui est arrivé à Sambi. Et alors pourquoi il ne libère pas les gens pour aller lui rendre visite? Non, je veux dire que bon, comment afficher un tel mépris? Ah, pour vous, c'est un mépris, c'est pas quelque chose qui vient du cœur. Je veux vous dire, le thème de la persécution, en fait, c'est ça aussi. Persécution morale. C'est ça aussi la notion de la persécution. Lorsque la notion même de l'humiliation, vous voyez, l'humiliation, c'est un crime. C'est un crime, l'humiliation. Je viens chez toi, je sais que tu es aimé, je viens chez toi, dans ton village, dans ta ville, je viens dire, bah, écoutez, je viens partager avec vous votre compassion, puisqu'il y a un des vôtres qui est en prison, alors que tout le monde sait que Sambi, en tout cas le médecin le dit, que Sambi est malade. Son état nécessite une évacuation sanitaire. Qu'après plusieurs rejets, et finalement le juge d'instruction a accepté d'accéder à sa demande d'évacuation sanitaire et que des dispositions pratiques ont été prises pour son évacuation. Mais Azali s'est opposé. Mais comment afficher un tel mépris, une telle insulte à l'égard d'un individu au point de dire, bah, écoutez, il m'a envoyé un courrier, il n'a pas vendu à ce que je réponde à son courrier. C'est pas de l'élégance. C'est pas de l'élégance. Mais entre un crime et l'élégance, et l'illégance, moi je préfère être inélégant que plutôt un criminel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Maître. Nous allons passer à notre dernière question, Maître, si vous nous accordez quelques secondes. Nous allons parler de l'éjection du président de la
cour d'appel de Moroni. Est-ce que cela n'est pas ce qu'on appelle l'interférence dans la justice comorienne quand un juge ou bien quelqu'un, un membre de la justice comorienne tel que le président de la cour d'appel, est-ce que quand il est éjecté comme ça, alors qu'il est soupçonné de vouloir mettre un peu de l'ordre dans la maison de la justice, comment expliquer cela? Vous savez, je vais vous dire une chose, c'est qu'il y a des gens qui ne croient pas que le changement est possible aux Comores. Il y a des gens qui ne croient que l'homme ne peut pas changer et qu'on est tous figés. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont aussi jeter Azali, rejeter Azali dans les jours qui viennent. Bien sûr, il y a une jeunesse qui est veillante. Moi-même, j'ai l'expérience. On a une jeunesse qui est extrêmement exigeante. Donc Jeannot, c'est le sifflet. Non, Jeannot, c'est l'expression d'une jeunesse comorienne qui veut qu'il y ait un changement. Peut-être certains qui sont nombreux, qui n'ont pas encore le moyen de s'exprimer, qui ont encore des freins, qui ne savent pas comment s'en sortir, qui ne savent pas comment se lever, comment dire non. Puisque bon, dire non, c'est courageux, n'est-ce pas? Bon, je pense qu'il y a d'autres Jeannots qui attendent des signaux. Et bientôt, ils seront bien servis. Il n'y a pas qu'un seul Jeannot. Il y a plusieurs Jeannots aux Comores. Et je pense que bientôt, ils seront servis. Qu'ils soient attentifs, puisque le signal retentira très prochainement. Et toutes les bonnes volontés de notre pays, les Comores, se réveilleront. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez un mot en tant que vice-président du CNT ou bien porte-parole du CNT, puisqu'on entend peu parler du Conseil national de transition ce dernier temps. C'est plutôt Maître Larifou en tant que victime qui montre la détermination, alors que même si vous travaillez pour le CNT, mais on ne voit pas très bien le CNT s'activer, ne serait-ce qu'au niveau local. On sait les conditions dans lesquelles se trouvent les membres du CNT qui sont aux Comores. Lorsque je parle de persécution, et lorsque le rapporteur des Nations Unies parle de persécution, je peux vous dire qu'il faut avoir été victime de persécutions pour voir de quoi il s'agit. Et ce n'est pas facile de travailler. Et c'est même le rapporteur des Nations Unies qui le dit, qu'il suffit qu'une personne exprime son droit politique pour que la personne se voit privée de sa liberté et soit victime de torture. Ça, c'est clair, c'est écrit noir sur blanc par le rapporteur qui ne fait que refléter. C'est un photographe, au fait. Il est venu avec son appareil, il a photographié une situation précise. Bon, donc, il est tout à fait normal que ceux qui sont à l'extérieur, vous voyez, mènent le combat. Et le combat s'est toujours libéré ainsi. Vous voyez, notre indépendance, on l'a acquise, mais grâce aux efforts de ceux qui étaient à l'extérieur. Et je pense que la libération de notre pays sera aussi l'œuvre des Comoriens qui sont à l'extérieur. Moi, je suis ici par accidentellement. Je suis accidentellement en France. Mais j'ai mon cabinet aux Comores, je l'ai laissé. J'ai mes amis aux Comores, j'ai aussi ma famille sur place. Et il y a ma famille qui est ici, puisqu'il y a mes enfants qui sont ici en France aussi. Mais j'ai aussi une famille qui est aux Comores, j'ai mes militants qui sont aux Comores, j'ai mon activité d'avocat aux Comores. Bon, Dieu a voulu que je sois ici en France pour prêter concours à ceux qui sont ici, pour libérer notre pays. Oui, le dernier mot, c'est le mot d'espoir. Vous savez, il y a beaucoup qui ne croient pas, certains plutôt qui ne croient pas que c'est possible pour les Comores. Moi, je suis de ceux qui croient. Il suffit de voir comment la jeunesse comorienne, notamment de la diaspora, comment elle est active, que ce soit dans le secteur sportif, dans le secteur de la culture. Il y a un foisonnement sportif et culturel au sein de la diaspora comorienne. Et ça, c'est extraordinaire. Et ceux qui sont aux Comores aussi sont éveillés. Il suffit de voir l'exceptionnel travail culturel que mènent la plupart des jeunes qui sont aux Comores. Ils font preuve de résistance, silencieuse, mais une forme de résistance. Donc il suffit que ceux qui sont à l'extérieur s'organisent, se structurent pour pouvoir libérer notre pays, et ça ne saura pas tarder, puisque la pétition nationale populaire pour le départ immédiat d'Azali sera la prochaine démonstration de force de cette jeunesse éveillée. Bon, il y a une question, je suis sûr qu'elle risque de revenir, c'est au niveau de la vitesse d'exécution de l'administration de la diplomatie internationale, puisque on a souvent trop attendu, les Comoriens sont impatients. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci,
voilà, le wagon de la diplomatie internationale est lancé et la vitesse est en plein régime. Oui, oui, puisque elle est vraiment bien lancée. Non seulement elle est lancée, mais je peux vous dire qu'elle est très, très, très bien lancée. Et personne ne peut l'arrêter. Parce que nous savons qu'il y a des élus qui ont été contraints à l'exil. Il y a un vice-président qui est en exil. Il y a un gouverneur qui est à l'exil. Il y a des parlementaires qui sont en exil. Et puis, il y a aussi un gouverneur qui est sous la contrainte puisqu'il est arbitrairement détenu. Sans compter les prisonniers ou bien les otages. Donc, ceux qui ont encore des mandats électifs, donc des élus, qui incarnent la constitutionnalité, vous voyez, qui incarnent certains pouvoirs. Nous allons leur donner les moyens, même de l'extérieur, d'exprimer leurs compétences constitutionnelles. Lesquelles compétences constitutionnelles seront exercées concurremment par rapport à celles qu'Azali exerce arbitrairement par la force. Je vais dire que ceux qui ont une parcelle de pouvoir, nous leur donnerons très prochainement, et vous le saurez, les moyens aussi de représenter les Comores partout dans le monde. Merci beaucoup. C'est dans ces termes que nous allons devoir mettre fin à notre entretien du jour. Notre invité du jour, Maître Larifou, est un avocat spécialisé dans le droit des personnes. Il est aussi le représentant du CNT à l'international. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et à la prochaine pour une autre émission. Merci.